tous. Est-ce que ça marche? 1, 2, 1, 2. Presque. Presque. Ah, c'est bon. Vous arrivez et ça fonctionne. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'avoir répondu présent en ce samedi pour assister à ce débat. Ce débat, je le rappelle, est organisé dans le cadre des Rencontres Capitales, un événement organisé par le groupe AEF Info. Et nous allons parler aujourd'hui de la manière de recréer les liens entre les citoyens. C'est une thématique qui est importante aujourd'hui dans le contexte politique, même économique que l'on connaît. Et pour en discuter tout de suite, parce que l'heure tourne et désolé pour ce petit retard au démarrage. Donc nous avons 5 intervenants. Donc Sybille Veil, qui est présidente directrice générale de Radio France, qui est donc à ma gauche là-bas. Bonjour. Voilà, Astrid Padozian-Bouvet, qui est députée de Paris et ancienne ministre du Travail et de l'Emploi. Ensuite, Frédéric Dabi, qui est directeur général de l'IFOP. Pascal Pic, qui est anthropologue, conférencier et auteur. Et Xavier Ducrest de Villeneuve, secrétaire général de la Fédération française pour les liens sociaux et ancien président de France Handicap International. Bonjour à tous les 5. Bonjour. C'est avec vous, bonjour. Frédéric Dabi, que je vais démarrer. Donc à l'approche des présidentielles, vous avez pris le pouls des Français sur un certain nombre de sujets. Et avec le politologue Brice Sokol, vous publiez aux éditions de l'Aube « L'écharpe et les tempêtes ». Face aux maires, la défiance inattendue qui montre en substance que les Français exigent toujours plus de leurs maires, y compris sur des sujets qui ne les concernent pas du tout. Donc vous avez aussi réalisé une étude d'opinion pour la Fédération des particuliers employeurs, la FEPEM, qui montre que l'emploi à domicile est un secteur d'avenir au cœur des territoires. Aujourd'hui, que disent vos études de l'état des liens entre les citoyens français? Bonjour à toutes et tous, merci pour votre invitation. Merci à Sybille Veil pour nous accueillir ici à Radio France, dans ce beau studio. Alors, la question est large. En tout cas, le thème de notre table ronde, c'est la question du lien. Et j'ai envie de commencer. C'était le point de départ de notre livre sur le lien le plus important pour les Français. Le lien majeur dans notre imaginaire politique, c'est le lien entre représentants et représentés. Le lien entre les Français et la sphère politique nationale. Et force est de constater que ce lien, je vais être un peu direct et peut-être dramatisant, ce lien est aujourd'hui, ici et maintenant, j'espère provisoirement, complètement abîmé, pour ne pas dire disloqué, voire détruit. Pourquoi? Parce que l'on vit depuis on va dire depuis 1 an et demi, suite à cette dissolution, suite à cette chambre introuvable, ingouvernable, appelez-la comme on veut, ce que j'appelle l'éclipse du politique. L'éclipse du politique, vous savez ce que c'est qu'une éclipse, on ne regarde plus le soleil, on ne veut plus le voir, et la sphère politique nationale est comme un astre mort pour les Français parce qu'elle ne lui parle plus. Et elle est en décalage total avec ce que j'appelle la promesse du politique. Et la promesse du politique, c'est une sorte de contrat de confiance. En échange du vote, il y a un lien qui se crée entre représentants et représentés, les élus, un député, un parlementaire, un ministre, voire un couple exécutif, s'engage à écouter les Français, à faire des bons constats, à trouver des solutions aux problèmes, pour reprendre un vieux slogan des années 70 du Parti socialiste, à changer la vie. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Quand on interroge les Français depuis maintenant 1 an et demi sur l'action sur le couple exécutif, que le Premier ministre s'appelle Michel Barnier, François Bayrou, ou voire aujourd'hui Sébastien Lecornu, la grille de lecture qui émerge, c'est l'inaction. Il ne se passe rien, et c'est particulièrement dévastateur dans ce lien que les Français attendent. Nous sommes un couple, je dirais, qui est un peuple qui est éminemment politique, qui attend du politique beaucoup de choses, et parallèlement, faute de cap, il n'y a plus de récit national, il n'y a plus de liens qui permettent d'embarquer les Français entre eux. Mais, il y a un grand mais, la nature, et vous parliez de ce livre écrit avec Brice Sokol, à quelques mois des élections municipales, vous avez parlé des présidentielles, de la présidentielle plutôt, mais aujourd'hui, on n'est pas sûr que le prochain scrutin sera les élections municipales. C'est quand même quelque chose de complètement inédit. Quid d'une législative entre ces deux dates, et on peut me regarder avec des grands yeux. Je rappelle que la Chambre qui a été élue en 1956, qui a envoyé Jean-Marie Le Pen, Guy Mollet et Pierre Poujade à l'Assemblée, avait été élue
le 2 janvier 56, il faisait moins 15 en France à ce moment-là, mais au-delà de ça, parce que ce lien au national n'existe plus, en tout cas il est extrêmement abîmé, les Français cherchent des acteurs de confiance. Et c'est vrai que les maires sont aujourd'hui les acteurs qui peuvent créer ce lien. Le maire, il est là partout, c'est Monsieur Madeleine dans Les Misérables, c'est le premier levier, c'est le dernier couché, c'est celui qui est dans l'image qu'ont les Français antagonistes de la scène politique nationale. Lui, il écoute. Lui, il est capable, malgré les difficultés, malgré la baisse des dotations pour les villes, malgré la suppression de la taxe d'habitation, malgré l'intercommunalité, est capable de réenchanter la promesse du politique. Il est aussi à portée de baffe, comme disait Exactement. certains aussi. Le président Larcher, et même parfois avec fait. cette histoire de narcotrafic à portée de balle. Et c'est vrai que on a désormais des élus municipaux qui ont peut-être gagné sans le vouloir cette bataille face au national, mais c'est une victoire par défaut, par forfait, et une victoire à la Pyrrhus, parce que comme vous le dites, dans l'enquête qu'on a faite avec Brice Sokol, on a non pas fait du sondage, mais fait du qualitatif. On a interrogé des maires qui ne sont pas dans une logique de jérémiade, de plainte, mais ils ont vu deux choses. Ils ont vu s'installer une sorte d'impuissance pour eux, puisque quand on s'intéresse aujourd'hui aux trois principaux déterminants du vote aux élections municipales, c'est en 1 la sécurité, en 2 la santé, l'accès aux soins, qui crée du lien aussi, et en 3 les finances et la dette, 3 enjeux nationaux qui sont pour les Français pas vraiment réglés, pas vraiment solutionnés, et qui, dans une logique de descente de charge, redescendent à l'échelon local. Et quand vous êtes maire d'une grande ville, vous pouvez dire oui, j'ai créé une police municipale, oui, j'ai mis des caméras, oui, j'ai créé un centre de santé. Pour ce qui est du tissu communal français, qui est un tissu de petites communes, hein, vous le savez toutes et toutes, il n'y a que 1000 villes en France de plus de 10 000 habitants. On va se focaliser les 15 et 22 mars sur les grandes villes, mais on a un tissu communal comme un tissu d'entreprise de petites communes. Et donc on a d'un côté une forme d'impuissance, une défiance qui va contaminer le local et une relation qui est moins harmonieuse entre représentants et représentés, entre maires et ses habitants. Et puis, vous le disiez, on a un niveau d'exigence jamais vu du côté des habitants à l'égard du maire. On est passé du citoyen au consommateur de services publics, au citoyen, au consommateur qui dit j'ai droit, qui dit même je paye, alors qu'avec la suppression, j'en parlais de la taxe d'habitation, beaucoup ne payent plus rien. Maintenant, c'est vrai que sur la question du lien, c'est le maire qui est aujourd'hui l'acteur de référence de la cantine dont il s'occupe aux EHPAD. Il est là pour y créer du lien en commémorant, il crée du lien en célébrant l'amour au moment de mariage. Et plus que jamais, on voit à l'échelle des territoires, et j'en aurais fini pour ne pas monopoliser la parole, vous faisiez référence à cette étude pour la FEPEM présentée au Congrès des maires. C'est sur les emplois de proximité. Quand on interroge les Français et les maires, dans une logique de regard croisé, ils font exactement les mêmes constats. Ces emplois à domicile sont indispensables pour lutter contre la solitude des personnes âgées, pour créer du lien, avant même la question de que ça crée des emplois, c'est bon pour un territoire, c'est bon pour faire baisser le chômage, etc., etc. Donc la question du lien est absolument centrale, et j'attire votre attention sur ce moment très particulier. Alors, on parle de défiance à l'égard du politique depuis extrêmement longtemps, on n'est pas nouveau, mais ce qui est très inédit, c'est que quand on interroge les Français sur l'histoire du pays depuis une dizaine d'années, non pas dans des sondages, mais dans du qualitatif, où ils s'expriment spontanément, le mot qui ressort le plus, c'est le mot choc. Choc du terrorisme, choc des gilets jaunes, choc du Covid, choc de la guerre en Ukraine, choc de tout ce que vous voulez. Et on est en train de vivre le choc ultime, à savoir le choc du politique, avec cette crise parlementaire, ce que l'on vit, mais je dis... C'est comme ça, c'est le choix des Français du 30 juin et du 7 juillet, ce qui fait que le lien qui tenait beaucoup de choses est pour l'instant, j'ai envie de dire, cryogénisé, merci, en tout cas extrêmement abîmé. C'est pour cela que les Français attendent de manière assez avide une campagne présidentielle qui peut recréer un imaginaire, qui peut remettre dans une logique en tout cas. de reset pour remettre le pays à l'endroit et cesser ce dysfonctionnement dont bénéficie la sphère municipale, mais dans une logique d'exigence et de début de contamination de la sphère locale.
Alors justement, vous venez de le dire, si les Français sont si fortement attachés à leur mer, c'est aussi parce qu'au niveau national, et je me tourne vers vous, Astrid Panosyan-Bouvet, c'est parce qu'il y a des amours finalement des politiques au niveau national. Le spectacle qu'on voit aujourd'hui avec les discussions sur le budget, que ce soit le budget de l'État ou le budget de la sécurité sociale, c'est vrai que c'est pas très bien pour les Français. Ils n'y comprennent rien parce qu'il y a des allers-retours et tout ça a été compliqué. Comment la députée et l'ancienne ministre que vous êtes perçoit-elle les choses, et est-ce que la défiance envers les politiques est généralisée? Et plus loin, est-ce que l'attachement à la démocratie est menacé selon vous? Merci pour cette invitation. En fait, il ne faudrait pas que la crise des finances publiques, dont on parle beaucoup, éclipse le risque de crise démocratique et institutionnelle. Et je pense que 2027 doit être un rendez-vous qui doit aussi adresser ces questions. Et pour répondre à ce que disait Frédéric, je pense que les Français s'attachent à la figure du maire car ils ont l'impression qu'il s'inscrit dans de la proximité, dans une capacité à faire, une capacité à agir, à être dans du concret aussi et à pouvoir rendre compte. Là où le Parlement donne aujourd'hui quand même aussi renvoie l'image de la société française aussi, qui est fracturée. Ce que les Français ont souhaité finalement en juillet dernier, c'est cette tripolarisation entre deux extrêmes, droite et gauche, et un centre qui, bon an mal an, a beaucoup de mal, on le voit aujourd'hui, à produire du compromis. Et ce, aggravé aussi à la fois par une culture politique française qui, contrairement aux Scandinaves, aux Allemands, n'est pas dans la fabrication du compromis, qui est souvent vu comme de la compromission, mais aussi parce qu'on a des modes de désignation à travers le scrutin uninominal qui n'est pas coopératif, à travers aussi, j'ai envie de dire, l'image du suffrage universel direct du président, qui nous recrée chaque fois cette image de la rencontre de l'homme et de son peuple, et qui fait que les Français attendent beaucoup et beaucoup plus des politiques que leurs voisins. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et quand on regarde les études, que ce soit celles que vous venez de mentionner, que ce soit celle du Cevipof, qui montrent une défiance qui va pas simplement vis-à-vis des élus et qui est beaucoup plus grande en France que dans d'autres pays européens, qui voient les élus, mais à plus de 70% comme des gens qui sont corrompus, 80% comme des gens... Alors justement, je reviendrai après là-dessus, comme des gens qui sont éloignés, qui ne les comprennent pas, mais au point aussi de vouloir maintenant se dire qu'ils souhaitent une figure forte, au point qu'ils se disent pour un tiers d'entre eux qu'il existe peut-être des systèmes alternatifs à la démocratie. Et c'est là qu'on assiste à une vraie fragilisation des ressorts démocratiques, parce que cette défiance, elle va aussi vis-à-vis des médias, on va en parler, vis-à-vis de la justice, et se pose la question dans un contexte de choc, qu'il soit à la fois interne à travers cette polarisation, cette fracturation de la société, mais externe aussi, vous l'avez rappelé, sanitaire, crise ukrainienne, etc., de la résilience démocratique. Ça passe par effectivement des pouvoirs et des contre-pouvoirs, et là on voit la difficulté de pouvoir même fabriquer un budget d'ici la fin de l'année. Ça passe par aussi la solidité de la société civile, et c'est pour ça que moi, en tant que ministre du Travail, j'étais très attachée au dialogue social, parce que je pense que c'est aussi là que peut se fabriquer le compromis et d'autres instances de décision pour ne pas être dans cette centralisation. On va en reparler. Mais c'est extrêmement grave ce dont il s'agit aujourd'hui, et il ne faut pas que la situation économique et sociale élude en 2027 la question démocratique et institutionnelle, parce que la démocratie, c'est finalement quelque chose qu'on pense acquis, mais c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Une crise des finances publiques, ça se résorbe en 10 ans. On l'a vu pour le Portugal, l'Espagne, la Grèce, qui maintenant se portent beaucoup mieux que nous. Une crise démocratique, ça met beaucoup plus de temps à être réparé. Et donc c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça qu'on doit aussi discuter de l'ensemble de ce qui fait un corps démocratique aujourd'hui. Merci Astrid Panosyan-Bouvet. Sybille Veil, alors vous, à travers vos 44 entraînes locales, vous prenez le pouls de ce qui se passe dans les territoires et également de la transformation des usages en termes d'information. Qu'est-ce qui vous marque aujourd'hui? Quel est le retour que vous avez justement de ce terrain que vous auscultez régulièrement?
Alors, effectivement, c'est la question de la fracture territoriale. Moi, j'étais très marquée. On est quasiment un an, presque jour pour jour, après l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et à l'époque, moi, j'avais lu avec beaucoup d'intérêt l'analyse de Christophe Guilluy qui disait « C'est la victoire de la majorité ordinaire, ostracisée et invisibilisée ». Et pourquoi elle est ostracisée, invisibilisée? Parce qu'elle ne se reconnaît pas dans les médias, ne se reconnaît pas dans la sphère politique traditionnelle, dans les intellectuels. Et donc, elle est, voilà, c'est cette majorité-là qu'il faut ressouder avec la communauté. Et il faisait le lien avec ce que la France avait traversé au moment des Gilets jaunes. Au moment des Gilets jaunes, les Français qui étaient sur les ronds-points, ils se donnaient rendez-vous sur Facebook. Beaucoup d'entre eux contestaient les médias qui venaient essayer de comprendre ce qu'ils faisaient. Vous avez dû le voir, c'était le début de la violence contre les médias. BFM avait été particulièrement ciblé, mais même nos locales, alors même que les journalistes, ceux qui y travaillent, vont au même endroit qu'eux, font leurs courses sur le même marché, ont leurs enfants au même endroit. C'était un rejet massif, oui. C'était un rejet massif des médias comme faisant partie d'un système, d'une élite. Et ça, c'est une fracture très profonde. En France, sans doute qu'elle est accentuée par le fait que nous avons un prisme très parisien dans l'organisation historique, que les médias en sont le reflet, avec pour l'essentiel des médias qui sont avant tout nationaux. Et le poids des médias locaux est relativement plus faible que dans d'autres pays. L'exemple allemand, par exemple, est connu. On voit que le poids n'est pas du tout le même. C'est pour ça que c'est un véritable défi. Et moi, j'ai fait de ce réseau local-là ma priorité parce que je pense que c'est indispensable pour permettre à nombre de nos citoyens de se ressentir connectés aux médias. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours sur les déserts médiatiques. C'est une étude de la Fondation Jean Jaurès avec d'autres instituts et qui montrait que il y a une disparition progressive, heureusement beaucoup plus lente qu'aux États-Unis, des médias locaux, mais que là où ces médias-là restent forts, ça s'accompagne d'un engagement citoyen plus important, que ce soit notamment dans l'exercice du droit de vote. Et c'est vrai que ce que les citoyens demandent à ces médias-là, et quand ils les consultent, que ce soit la presse écrite, la fameuse PQR, les radios locales, les télévisions régionales, c'est parce que, ils se sentent plus concernés, plus représentés, ça leur permet de comprendre un monde à hauteur de ce qui les intéresse, et aussi ils se sentent reliés. Et ça répond à une demande de lien. Nous, ce qu'on voit au travers de nos radios locales, c'est que la première chose qu'ils nous disent, c'est « grâce à vous, je me sens moins seul ». Et l'interactivité est très forte. C'est d'ailleurs l'une des particularités de la radio, c'est qu'on peut avoir une forte interactivité. Et nous, ce qu'on a fait ces dernières années, c'est vraiment d'essayer que ces médias-là jouent un rôle de médias ascendants pour capter les signaux faibles de ce qui se produit dans le pays. On a été tous frappés par les Gilets jaunes. Beaucoup n'avaient pas vu venir cette fracture-là, comme d'ailleurs beaucoup de commentateurs n'avaient pas non plus vu venir l'élection de Donald Trump. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment que ces médias locaux nous permettent de capter et de comprendre ce qui se passe partout en France, sur tous les territoires. Pour l'élection présidentielle de 2022, on avait mis en place une grande consultation animée par nos radios locales qui s'appelait Ma France et qui nous avait permis de voir que les préoccupations, on avait eu 1 million de participants, 7 millions de réponses, donc c'était massif. Et dans ce qui remontait, la première préoccupation qui ressortait, c'était le pouvoir d'achat. Lors de la première consultation qui était à l'automne 2021, au moment où les chaînes nationales parlaient de sécurité et d'immigration. Les préoccupations qui remontaient, c'était aussi la santé, les déserts de services publics, les problèmes de transport. On est difficilement relié aux villes, donc ça engendre des problèmes pour aller travailler.
Et c'est évidemment le sentiment qu'a toute une partie de la classe politique pour laquelle on a des exigences d'éthique, de Ils exprimaient déontologie. un sentiment de relégation un petit peu finalement. De relégation, d'abandon, et le sentiment de voir partir le bureau de poste, les médecins qu'on peut de moins en moins trouver. Et ça, ce sont les préoccupations qu'on entend sur nos antennes. Donc là, cette année, en prévision des élections municipales, depuis février dernier, nous avons lancé une opération qui s'appelle Je vis ici, je travaille ici, et chaque mois on fait une consultation sur des thématiques. La première, on l'a fait sur l'emploi et la désindustrialisation. On le fait dans chacune de nos 44 locales. On fait des reportages, de l'interactivité, et pour tout vous dire, avec des outils d'IA, on les analyse pour pouvoir voir quelles sont les différentes tendances qui remontent. Et là encore, on trouve exprimées ces préoccupations-là de relégation, d'invisibilisation, d'éloignement, de perte de présence des services publics. Et c'est vrai que pour nous, c'est à la fois le fait de faire remonter ces préoccupations-là, que les gens sentent qu'on les prend en compte, qu'on en parle, mais je pense que c'est aussi important qu'elles remontent auprès de tous pour que chacun, à son niveau, en prenne conscience et se sente responsable d'y apporter une solution. Bien, merci beaucoup. Alors, vous avez parlé d'isolement, de ressenti, notamment en France. Alors, c'est parfait pour la transition, pour vous passer la parole à vous, Xavier Ducrest de Villeneuve. Alors, vous observez, études à l'appui, que les Français souffrent d'isolement, de solitude et que le corps social est en mauvais état. En quoi la fracture sociale aujourd'hui est-elle plus vive selon vous? Merci pour l'invitation, merci pour les interventions. La fracture sociale, souvenez-vous, c'était la première campagne de Jacques Chirac. 95. Donc c'est pas d'hier. Mais moi j'ai envie de vous faire part de mon aventure personnelle. Oui. Le lien social, c'est tous les jours, c'est dans le quotidien, c'est là où on agit, c'est là où on est, c'est là où on vit, c'est ici. Et ma rencontre avec la rupture du lien social est la suivante. Je pourrais vous parler de tout ce que j'ai vécu dans le monde, non. Elle était dans le métro parisien. J'étais précédemment dans le métier du marketing, de la communication, ça marchait très bien, etc. Et je vendais une campagne à Procter et j'avais décidé de vivre à Lyon. Je prends mon TGV un matin tôt, j'arrive dans le métro, je m'engouffre, c'était l'hiver, vous voyez l'ambiance, avec mes affaires, etc. Et puis je plonge mon nez dans les dossiers et à une station de métro sortent le pack d'avant de rugby, vous savez, et puis d'autres packs d'avant qui rentrent. Et le métro part. Et là, j'entends la petite rengaine. Mesdames et messieurs, c'est pas par gaieté de cœur que je suis là, mais si j'ai besoin Je continue à lire mes dossiers et forcément je prends un peu de place et le type passe à côté de moi, je pousse un peu mon truc, je lève les yeux, je croise son regard bleu acier, une espèce de oui c'est ça, de Canadien bûcheron, les cheveux hirsutes, la grosse barbe. Et il traverse le métro, arrive au bout de la rame, le métro arrive en gare. Au moment de sortir, il se retourne et il nous dit « Mais vous n'avez rien compris, j'en ai vraiment besoin pour vivre !» Et là, il est éjecté de la rame avec tout le pack d'avant de rugby. Et je le vois à travers la vitre s'écrouler et pleurer. Mon sang ne fait qu'un tour, je me lève, je prends mes affaires, j'essaye de passer à travers. Et puis j'arrive à la porte et là j'entends le son et la porte se referme. Et le métro part et je vois cette montagne écroulée, en train de pleurer. Je me suis dit, plus jamais je passerai à côté de cette sensibilité, de ce manque de fraternité, de cet isolement, de cette solitude qui amène cet homme-là. Je dis ça parce que lui était seul, c'est sûr. Mais nous toutes et tous dans cette rame, on avait beau être en compact, serrés les uns contre les autres, on avait largement franchi la sphère d'intimité habituelle. Mais on était tous seuls, seuls à mourir. Comme dans le monde, une personne sur six dans le monde se sent isolée. C'est-à-dire qu'ici, comptons-nous, il y a forcément des gens seuls ici. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est 15% des gens annoncent être isolés dans le monde. C'est 15%, c'est le même chiffre que le nombre de personnes en situation de handicap dans le monde. C'est l'équivalent. Mais c'est aussi terrifiant parce que les dernières études montrent que 62% des 18-24 ans se disent seuls. Les 18-24 ans, on a des étudiants ici, je ne me suis jamais senti seul quand j'étais étudiant. Il y a donc une phénoménologie
multifactorielle qui amène à cette solitude, qui est inacceptable, parce que nous devons faire la cohésion sociale, parce que nous devons réinvestir le champ du social à travers tous les gestes quotidiens, mais aussi les stratégies d'urbanisme, mais aussi les stratégies de mode de déplacement, mais aussi les stratégies économiques et entrepreneuriales. Parce qu'il y a, au fond, une approche systémique qu'il faudrait avoir, et non pas segmenter des approches de la solitude et de l'isolement. Ce n'est pas simplement un problème de santé. Ce n'est pas simplement un problème de précarité. Ce n'est pas un problème d'âge ou de handicap. Non, c'est multifactoriel en même temps. Et si on les traite de façon séparée, on n'arrivera jamais à ne rien régler. Et ça, c'est aussi quelque chose de très fort qu'on vit. Alors, je vous prends d'autres exemples parce qu'ils me sont très chers au cœur et au corps. Et je dis ça parce que Aristote disait le cœur est le siège de l'intelligence. Et si on n'est pas du cœur, est-ce qu'on fait? On n'arrivera pas à toucher les esprits et surtout pas les intelligences. Et vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé à Oléron? C'est affreux ce qui s'est passé à Oléron. Ce type vivait dans une caravane. Il buvait un peu, il se droguait un peu, il allait dans le café, personne ne lui parlait. Et pardon, mais un élu à qui la journaliste posait la question, mais vous le connaissiez sans doute, il a répondu, écoutez, il a répondu, non, je ne fréquente pas ce genre de personnes. Mais qui est-il pour oser nous défier, lui qui a été élu, ignorer et surtout annoncer qu'il ne veut surtout pas les voir? Mais on est dans quelle société? Quel manque de sollicitude, de compassion, de fraternité. On parlait des risques de la démocratie. On met le doigt dessus, là. On met le doigt dessus. La rupture de lien social, c'est la rupture annoncée d'une démocratie et de liberté, égalité et fraternité. On y reviendra. Merci Xavier Ducrest de Villeneuve, merci pour votre témoignage. Pascal Pic, alors vous en tant que paléoanthropologue, est-ce que vous considérez que le cerveau social est aujourd'hui malmené par tout ce qui est réseaux sociaux, intelligence artificielle? Et est-ce que la notion même, selon vous, de citoyenneté est questionnée aujourd'hui? Oui, merci. Je suis très heureux d'être là, surtout qu'un paléanthropologue dans un tel panel, c'est vraiment de la diversité pour le coup. Hein. Oui, mais comme ça, on fait un petit pas de côté avec vous. Donc, si je me laissais tenter, je vous dirais, oui, je suis là pour rétablir les liens avec les bonobos et les chimpanzés, mais justement, c'est un sens, vous allez le voir. Parce qu'effectivement, cette histoire de cerveau social, c'est quelque chose qui est très important dans nos études, et si nous, les singes et les grands singes et les humains, il y a d'autres espèces, bien sûr, nous avons un gros cerveau, c'est avant tout pour les liens sociaux. Et toute l'évolution, évidemment, des sociétés, surtout dans la ligne humaine en l'occurrence, vont être liées à la manière dont ce cerveau social va se déployer et être menacé, comme on le voit aujourd'hui. Le langage, ça c'est il y a 2 millions d'années, le langage va permettre de faire sauter un verrou concret, c'est-à-dire que les chimpanzés font de la politique. Je vous expliquerai ça, mesdames, à l'occasion pour la prochaine campagne. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de langage, et donc ça passe par des contacts. C'est des campagnes, on va sur les marchés, etc. Mais s'il n'y a pas de langage, ça se limite au maximum à 100, 120 contacts connus, répétés, consolidés, etc. Le langage va permettre d'élargir. Donc les sociétés humaines vont faire cela. Donc on ne va pas faire toute l'évolution, mais il est très clair, nous sommes ici dans cette belle maison de la radio. On a toujours conçu les nouveaux moyens de communication comme des systèmes, des outils qui permettaient d'élargir les liens. Ce qui est vrai, en partie. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'ils pouvaient aussi les dissocier et les changer. On les a vus comme des moyens et on n'a pas vu du tout qu'ils pouvaient donc toucher le jeu donc, des gouvernances et des démocraties. Le 19e siècle, les premières républiques, effectivement, c'est la grande presse nationale. La fin de 3e, 4e République, c'est la radio. La 5e, on se souvient, voilà, on a tous vu, c'est la télévision. Et puis vont arriver à la fin du 20e siècle les réseaux. Et là, personne n'a compris le truc. Et le contexte est tout à fait curieux d'ailleurs, parce que, souvenez-vous, il y avait une certaine forme d'euphorie, notamment en Occident, et en plus en France. Dans les années 90, nous gagnons la Coupe du Monde de football. Donc ça aide. Et puis, l'URSS s'écroule,
la Chine rentre dans l'OMS. Monsieur Francis Fukuyama, intellectuel américain, nous dit c'est la fin de l'histoire. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que le système démocratique occidental basé sur le libre-échange a triomphé et que tout le monde va se mettre au même diapason. Vous savez où nous en sommes aujourd'hui. D'ailleurs, je me souviens, un ami disparu, Axel Kahn et moi-même, nous avions été interviewés par des médias. On avait dit, écoutez, que l'histoire s'arrête. On n'est pas trop certain, mais en tout cas, l'évolution, certainement pas. Et donc, évidemment, qui écoute les évolutionnistes et les paléanthropologues, c'est pour ça que j'ai fait cette petite fausse boutade sur les bonobos, c'est que quand même, les derniers siècles sont marqués depuis la Renaissance par une évolution de nos sociétés occidentales, qui ont dominé le monde pendant 5 siècles, par un éloignement total de la nature. Et aujourd'hui, on va le voir que ceci nous revient de manière, évidemment, qui bouleverse le champ politique. Nous sommes en pleine COP 40. Et dans les années 90, M. Zygmunt Bauman, sociologue, parle de société liquide. Il dit par là qu'effectivement, les institutions, la rationalité, les individus instruits, tout ceci, il dit, est en train de se liquéfier. On passe d'une société solide à plus liquide. Alors, dans un solide, un atome, ça bouge, ça fait vibrer ceux d'à côté, mais la structure ne bouge pas. Un liquide va se conformer aux aléas et donc effectivement aux contraintes qui lui tombent dessus. Et puis voilà, sur France Inter, donc j'ai entendu l'excellente interview de Monsieur Finkelstein qui vient de sortir un livre où il parle effectivement société solide, c'est fini, liquide, il en parle encore, et évidemment gazeuse. Et donc là, dans le gaz, les atomes, ça part de tous les côtés. Et ça, évidemment, on n'a pas vu venir parce qu'il y a une autre euphorie à la fin des années 90, c'est le village mondial. C'est formidable, nous allons tous être reliés, vous vous en souvenez, c'est la mondialisation heureuse qui s'installe. Donc on est vraiment dans cette attitude et on ne va pas émerger, ce qui va être le 21e siècle, effectivement, le poids des réseaux. Et c'est dramatique parce que les fondateurs du Web 1.0 avaient en fait mis en place ce mode de communication, d'échange, plus ou moins d'informations à l'époque, dans un projet purement philanthropique. Mais très vite, ça a été rattrapé avec 2 protagonistes, un aux États-Unis, c'est Jeff Bezos, donc c'est Amazon, et Jack Ma, donc en Chine. Alors on a vu que cette attitude, que cette expansion donc, du commerce en ligne, mais on a mis beaucoup de temps à comprendre que ça allait bouleverser les relations entre les personnes et entre les citoyens. Et de ce fait, aujourd'hui, ça devient compliqué. Je me remets une fois de plus à M. Finkelstein, c'est qu'il dit que 1992 est une étape importante dans ces changements. Puisque auparavant, surtout pour les gens de ma génération, on était là sur la nation, on était les citoyens, les droits de femmes, les femmes ont fini par avoir le droit de vote, ça a été très tard, surtout en France, mais puis les droits de l'homme, quand même, c'est pas très glorieux, mais on y est arrivé. Mais 92, vous savez, c'est le référendum, et néanmoins, on va quand même dans l'Europe. Et là, c'est quand même une rupture par rapport, je ne sais pas si c'est une mauvaise idée, entendez-moi bien, mais la perception a été évidemment assez lourde sur à quoi ça sert donc de faire un référendum si le résultat n'est pas admis. Depuis, c'est extraordinaire quand même, l'Europe, on est des citoyens européens qui nous apportent des droits de libre circulation, des possibilités d'action juridique, et puis vont arriver les problématiques du climat, et un peu plus tard des biodiversités. Alors le climat, ça commence en 1888-89 avec le GIEC. Sur les biodiversités, c'est que 2012, alors qu'en fait, c'est le problème le plus urgent. Mais ceci, d'un seul coup, alors qu'en 92, il s'en passe des choses dans les années 90, vous voyez, en 92, c'est le 2e sommet de Rio, voilà, ça ne percute pas vraiment. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? On a une situation où les citoyens, les citoyennes sont confrontés à une pluralité de soucis, du niveau local, vous l'évoquez, les maires, au niveau national, on a l'impression qu'on est un peu déconnecté. Alors peut-être qu'on en parlera, mais le fait d'avoir supprimé les mandats à la fois nationaux et locaux peut-être est une difficulté, mais là, c'est pas moi de parler de ça. Et petit à petit, donc, le sentiment qu'on est confronté à des problèmes qui sont mondiaux, dont nous sommes en partie responsables, sur lesquels, évidemment, les représentants de nos pays n'ont pas d'incise ni quoi que ce soit. Et donc ce paradoxe est qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de liens au niveau local, national, européen et mondial, jamais autant de liens, mais jamais aussi peu reliés. C'est ça le paradoxe auquel on est confronté, me semble-t-il.
Merci beaucoup Pascal Pic. Alors justement, le constat qu'on vient de dresser, il n'est pas très très positif, mais alors on va quand même pas tous se quitter sur cette triste note. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, Astrid Panosyan-Bouvet? Comment peut-on mieux justement associer les citoyens à la prise de décision? Pascal Pic parlait de référendum. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et comment on peut faire respirer autrement cette démocratie aujourd'hui voilà, qui est menacée? Je pense que la réponse, elle est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, il y a un sentiment d'avenir confisqué, en fait, d'avenir confisqué dans toutes les sphères de sa vie, de bosser dur sans nécessairement avoir la reconnaissance, de ne pas être entendu, de se sentir dépossédé. Hein, c'est le dernier titre d'ailleurs du bouquin de Guy Lui, il est dépossédé. Donc la question, elle est forcément multifactorielle. Il y aura forcément une réponse institutionnelle, mais qui ne suffit pas à elle seule. Je pense qu'on a pensé la décentralisation comme une organisation des pouvoirs publics, sans nécessairement donner aussi la véritable autonomie aux centres de décision élus qui dépendent toujours de l'État pour pouvoir agir face aux transferts de compétences auxquels ils ont droit. Et donc, quand on dit que la question, par exemple, locale, ça va être la santé, comme vous le dites, Madame Veil, eh bien, ça n'empêche que ça reste une prérogative nationale, avec finalement très peu de possibilités au niveau local, que ce soit pour les collectivités territoriales ou le maire, d'agir. Et c'est là qu'on voit que le sujet est bloqué. Donc, il y a, je pense, la nécessité d'aller au bout de cette décentralisation en accompagnant transfert de compétences et autonomie financière et capacité à lever l'impôt, et donc la responsabilisation qui va avec quand on est en élection, plutôt que de toujours quémander, de faire remonter tout à l'État et à Paris. Il y a faire respirer la décision à travers le référendum, les référendums d'initiative populaire dont on voit qu'ils ont été conçus précisément pour ne pas qu'ils soient opérants, avec cette effectivement difficulté qui s'est créée en 2005 où on a quand même eu un non très clair par rapport au référendum européen qui a finalement été contourné après, et c'est aussi là que s'est créée cette incompréhension. Donc les mécanismes institutionnels. Mais je pense que fondamentalement, il y a aussi deux points. Le point, c'est comment est-ce qu'on redonne de l'espoir que quand on travaille, on se crée une meilleure vie. Et je pense que c'est pour ça que la question du travail, de l'adéquation de l'école par rapport à la préparation au monde du travail, de comment est-ce que les seniors restent plus longtemps au travail, est absolument fondamentale. Comment est-ce qu'on vit mieux de son travail, comment on se projette et comment on avance dans la vie. C'est absolument fondamental. Et le troisième ressort, il y a l'institutionnel, il y a l'économique en replaçant le travail et le collectif de travail, d'où la question de la démocratie sociale qui pour moi est très importante. Et effectivement, ce que vous avez dit, ça m'a beaucoup parlé, ce que vous m'avez dit, c'est le ressort entre chacun d'entre nous, en fait. C'est-à-dire que la solution, elle est aussi en chacun d'entre nous. C'est Vassili Grossman, qui est mon maître à penser, disait c'est les petites bontés. C'est les petites bontés, c'est-à-dire effectivement reparler du courage, de l'humanité, de l'altérité, une forme d'humilité. Et je pense que le politique doit aussi retrouver une forme d'humilité en disant que là, pour l'instant, c'est ne pas dégrader la question du désendettement. On va parler des jeunes après, parce que c'est quand même eux qui vont se prendre et la dette économique, financière et la dette écologique. Et c'est de préparer les termes d'un débat présidentiel qui soit un vrai débat avec des options, des choix et qui préserve effectivement l'avenir du pays. Merci beaucoup. Alors, Xavier Ducrest de Villeneuve, vous avez parlé tout à l'heure du triptyque liberté, égalité, fraternité qui, selon vous, voilà, s'éloignait, que la précarité qui augmente aujourd'hui est un sentiment d'abandon et également de tentation totalitaire. Comment aujourd'hui, est-ce que vous avez des exemples de choses qu'on peut mettre en place? Vous avez dit effectivement que ça vous avait touché ce qu'avait dit Xavier Ducrest de Villeneuve. Qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien, pour retisser un peu ces liens qui aujourd'hui manquent et disparaissent? Oui, alors je vais repartir d'Oléron parce que je trouve quand même que c'est bien de partir des choses concrètes. Ces deux pauvres enfants, cette famille détruite, c'est un drame. Ne serait-ce qu'une victime, c'est déjà trop. Et c'est insupportable que rien ne soit fait en ce sens-là. Et surtout, ça a un coût humain. Je ne l'aborde pas, on le sait. Mais vous savez combien ça coûte, ça? Ça coûte 6,5 milliards par an, la solitude et l'isolement. 6,5 milliards. Vous êtes en construction budgétaire. Posons-nous la question des coûts évités.
quand le formidable travail des mondes associatifs s'intéresse à ce sujet et maille le territoire de centaines de milliers de bénévoles qui sont au plus près de la précarité, de l'isolement et de la solitude. Alors même que le aujourd'hui- budget qui est délivré aux associations est en baisse. Merci Isabelle, j'allais le dire. On est face à 40 à 50% de baisse de dotation pour le monde associatif. Ça veut dire que on va retirer ces centaines de milliers de bénévoles qui agissent et qui maillent le terrain de ce lien social. Et c'est là que on met le doigt dans l'engrenage de l'antidémocratie. Et c'est là que on va sur la rupture complète du lien entre les gens. Qu'est-ce qui crée le lien social? C'est l'empathie. Parce qu'il y a une fragilité, on demande de l'aide. Donc on tend une main, donc elle vient. Et là, on crée le lien, on crée la relation et on crée la fraternité. Quand je parle liberté, égalité et fraternité, moi, je rêve que l'on change l'ordre de ces trois mots. Vous mettriez comment alors? Eh bien, on commence par fraternité. Car si on se sent frères et sœurs, bien sûr, je mets fraternité avec frères et sœurs, alors on peut se sentir effectivement l'égal de l'autre. Et alors, on peut agir en toute liberté, car on saura respecter les uns les autres. Et je pense qu'on devrait tous et toutes penser à cette notion de lien social comme étant aujourd'hui une manne absolument incroyable de quantité de liens qui nous sont proposés. Mais c'est phénoménal. Mais quant à la qualité, alors là, on peut se demander ce qu'il en est. Puisque quand je reprends mon métro, on est tous isolés parce qu'il y a des casques, il y a des écrans, et tout le monde a son nez planche dans ces écrans, avec cette musique. C'est comme si c'était dans un film, ils ne font pas partie du monde, ils ne sont pas dans le monde. Ils ont une musique qui les entraîne et ils ne regardent même plus ce monde. Ils sont donc chacun dans leur propre sphère d'intimité, sans du tout lier rien aux autres. Alors je vais prendre quelques exemples, mais avant les exemples, Isabelle, je vous avais dit que je lirais un texte. Il est très rapide, mais je vais faire un quiz en même temps. On va voir si on est très cultivé ici. Chez Radio France, Court, hein, s'il forcément. vous plaît. Très court. C'était dit ça. J'aurais adoré faire ça quand j'étais publicitaire. Rien n'est solitaire, tout est solidaire. L'homme est solidaire avec la planète est solidaire avec le soleil est solidaire avec l'étoile est solidaire avec la nébuleuse groupe stellaire, est solidaire avec l'infini. Ôtez un terme de cette formule, le polynôme chancelle. La création n'a plus de sens dans le cosmos, écoutez bien, et la démocratie n'a plus de sens sur la Terre. Donc solidarité de tout avec tout, de chacun avec chaque chose. La solidarité des hommes est le corollaire invincible de la solidarité des univers. Le lien démocratique est de même nature que les rayons solaires. C'est de qui? Mais vous ne pouvez pas trouver. C'est pas le pape François, ça aurait pu, c'est dans Laudato Si, on pourrait vous dire oui. Non, c'est Victor Hugo. Prose philosophique, 1860. C'est d'une modernité incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec la Fédération française pour les liens sociaux, on peut, par exemple, poursuivre la généralisation de la prescription sociale, qu'on est en train de travailler. La prescription sociale, c'est un complément à la prescription médicale par le médecin, pour vous envoyer agir dans le monde, plutôt que de vous isoler parce que vous avez une longue maladie, parce que vous êtes dans cette situation de handicap, parce que vous avez un cancer que vous ne voulez pas afficher, parce que, etc. Plutôt que vous recroqueviller, on vous fait une prescription pour aller vers du théâtre, de la pratique du maraîchage, vers, etc., du sport, etc., etc. Mais on peut aussi, comme en Angleterre, généraliser ces prescriptions, mais ménager des habitats partagés, inviter à favoriser le bénévolat, généraliser la transformation d'espaces jardins, etc., etc. Mais surtout, puisque j'ai la chance d'être à vos côtés, il y a au niveau institutionnel des choses que l'on peut mener. Et on est très, très, très en retard. Dans un nombre considérable d'États, il y a une solidarité qui est faite par un ministère de la solitude ou un secrétaire d'État dédié aux liens sociaux. Et c'est ça dans une douzaine de pays, et jusqu'à la Turquie. Donc pour dire que c'est une Europe élargie. Non, il faut intéresser tout ça, et surtout, j'aimerais faire un appel, puisque vous êtes là, c'est de monter une étude avec Radio France, avec vous, sur ces coûts évités. Il y a plein d'essais, de tentatives de vraiment travailler sur ce que l'on peut économiser au niveau sociétal, au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau de tas de choses. Quand on travaille avec le monde des associations et qu'on mène des opérations à impact. Il n'y a pas que le SS du secteur marchand, il y a le monde associatif qu'il faut unifier à travers des études qui montrent qu'il y a un véritable vivier d'économie. En ce moment, c'est peut-être intéressant de s'y pencher. Merci beaucoup. Alors Pascal Pic, je reviens vers vous donc par rapport à cette polarisation de la société qu'on observe et le succès
grandissant de libéralisme et du besoin d'ordre qu'on a noté tout à l'heure, comment, pour vous, on peut recréer des liens entre les citoyens? Alors peut-être pas sans revenir au bonobo que vous avez beaucoup étudié. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous dites il faut vraiment appuyer pour qu'on refasse société aujourd'hui ensemble? Oui, sur le cerveau social, donc c'est intéressant de constater aujourd'hui que les études montrent, depuis qu'il y a l'IA générative, qu'il y a un isolement de plus en plus important des personnes, et surtout, et ce qu'on le voit dans les débats aujourd'hui malheureusement, c'est une perte de mémoire, une perte de capacité d'argumenter, une perte aussi d'échanges interpersonnels. Et donc ça, effectivement, notre cerveau est très plastique, et ceci est un enjeu en plus considérable qui revient à ce que vous disiez, Xavier, sur l'isolement. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup en tant qu'anthropologue, c'est un sujet qui est peu abordé, paradoxalement, et pourtant qui est fondamental, c'est la bipolarisation de nos sociétés. Alors ça a commencé en 2007, quand M. Obama voulait se faire réélire, il s'est fait réélire, mais il y avait des manifestations qui étaient « Sauver les classes moyennes ». Save the middle classes. D'ailleurs, il y a un très bon film qui évoque cela, c'est Grand Torino, ce film absolument génial de Clint Eastwood, qui montre que les classes moyennes qu'on dit inférieures en termes de revenus sont celles qui sont au bord du gouffre. Et c'était les gilets jaunes. Donc on a eu ça juste après. Et cette bipolarisation, elle est effective dans tous les pays. Elle est dans tous les pays. Il y a toute une partie de la population qui ne croit plus du tout, à travers les études ou le travail, qu'elles peuvent y arriver. Ça, c'est absolument terrifiant. Et c'est là qu'on passe de la notion de différence à une égalité. Des différences, il y en a toujours eu. La différence, c'est la matière première de l'évolution. Mais quand les différences deviennent des inégalités, là, on a un énorme problème de société et de projet commun. Alors, on pourrait croire que les personnes qui sont sur le premier pôle plus défavorisé, oui, légitimement, elles sont de plus en plus isolées, il y a des problèmes d'accès au travail, les transports, vous l'avez dit, donc j'y reviens pas. Et puis que l'autre pôle, mais ben, après tout, ça se passe bien. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Une étude américaine de Kate Pickett et Richard Wilkinson s'appelle The Inner Level. C'était traduit en français, mais l'étude américaine est intéressante parce qu'il parle du niveau de bien-être psychologique. Alors, ils ont fait, comme vous le faites très bien à l'IFOP, tourner les machines, c'est des méta-analyses, etc. Il ressort plein de critères. Et le premier critère qui ressort, et ça, c'est faramineux, ce sont les inégalités. Et de ce fait, même les personnes qui sont sur le bon pôle en moyenne ont une qualité psychologique qui est moindre que les personnes les plus défavorisées qui sont soutenues sur le modèle européen. Bon, il y a beaucoup de problèmes en Europe, on est bien d'accord, mais nous avons encore un modèle qui doit améliorer, mais qui tient. Donc ça, vous voyez, personne n'y gagne dans cette affaire-là. Et de ce fait, comment voulez-vous avoir le sentiment d'avoir un lien avec la démocratie, d'avoir un lien avec l'économie ou le travail? On parlait d'écoute. Merci Xavier d'avoir parlé de ça, parce que lorsqu'on parle de politique sociale ou d'aide sociale ou d'assistance, je n'aime pas trop le terme d'ailleurs, on se dit combien ça va nous coûter. Mais prenons les choses autrement. Combien ça nous coûte? Vous l'avez très bien dit, 6,5 milliards. Dans le débat précédent qu'il y avait sur ce plateau, on parlait des questions d'égalité hommes-femmes sur les carrières, les salaires, etc. Sachez qu'en Europe, ces inégalités nous coûtent entre 2 et 4% de PIB européen. C'est-à-dire que pour la France, c'est de l'ordre des 40 milliards qu'on essaye de chercher dans les débats actuels. Au niveau mondial, ces inégalités sont supérieures au PIB mondial. C'est-à-dire, c'est évalué. Alors attendez, c'est évalué par le Fonds monétaire international, par le World Economic Forum, par le McKinsey Global Institute, par l'Organisation internationale du travail. Okay, et là, les chiffres sont absolument hallucinants. On monte quasiment à 280 000 milliards de dollars. Donc c'est 2 fois le PIB mondial. Donc il faut bien comprendre que ces inégalités, cette bipolarisation, ça nous coûte beaucoup plus cher. Non seulement, et c'est malheureusement d'en arriver à des critères pour chiffrer, mais ça parle évidemment, mais derrière, ça ne fait qu'occulter quelque chose qui est beaucoup plus grave, ce manque de lien, de bien-être social, qui touche en fait toutes les sociétés, même ceux qui se considèrent privilégiés, sont dans une moins bonne situation que dans les pays où on a un meilleur sentiment d'avoir du lien et peut-être des politiques plus égalitaires.
Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à votre voisine, Sybille Veil. Alors, comment Radio France remplit-elle sa mission de service public? Tout ça pour créer un peu de l'unité dans une société qui est de plus en plus clivée. Et comment on peut fédérer une société qui ne se parle plus? On a parlé justement d'écoute et de parole, et qui a du mal parfois à accéder au savoir et à se créer un imaginaire commun. Donc, tout ça, c'est quand même une grosse mission. Et comment vous y arrivez, vous? Et enfin, essayez, parce que j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais voilà. Qu'en pensez-vous? Alors, tout d'abord, ce qu'on voit là dans nos différentes interventions, c'est que les fractures sont multiples. C'est le fameux archipélisation décrit par Jérôme Fourquet. En fait, les lignes de fracture sont multiples. Pourquoi? Parce que je pense que le système de communication aujourd'hui contribue à fracturer. On vit dans une économie de l'attention et les algorithmes sont conçus pour retenir l'attention le plus longtemps possible. Donc, qu'est-ce qui marche? C'est ce qui clash, c'est les discours de haine, c'est les oppositions, c'est ça qui permet de retenir l'attention. Donc, le système algorithmique des plateformes conduit à faire émerger en premier lieu les discours négatifs et les discours les plus trash. Ensuite, le deuxième effet, c'est l'effet de personnalisation et l'effet de bulles. Donc, on vous enferme dans des bulles, ce qui explique ces multitudes de bulles qui coexistent et le fait qu'on perd petit à petit l'habitude d'être confronté aux idées d'autrui et donc on perd cette capacité d'empathie, de compréhension, d'ouverture à l'autre. Et certains politologues disent qu'on est passé en fait d'une polarisation idéologique où on peut ne pas être d'accord politiquement. La France a toujours été un peuple politique, comme vous le disiez. On a toujours adoré débattre. On peut ne pas être d'accord sur à la fois la vision de l'avenir, tout comme ne pas être d'accord sur le passé, sur les grandes dates de l'histoire de France. Mais en tout cas, on aimait en débattre. Aujourd'hui, on est dans un moment de polarisation affective où c'est en fait les émotions qui sont mises en avant et en particulier les émotions négatives qui font que on ne supporte plus celui qui pense différemment de nous et on n'a pas envie de débattre avec lui, quelque part on lui en veut. Et donc on est dans une forme de scission et les médias d'opinion, quelque part, sont un peu le reflet de ça. C'est une autre forme de bulle. Donc quand on est un média de service public, je pense que la mission fondamentale aujourd'hui, c'est d'être des infrastructures de réconciliation. Ce mot n'est pas de moi, je l'ai lu il y a quelques jours dans La Croix, de Dorian Dreuil. Je trouvais qu'il reflétait vraiment le besoin qu'on a aujourd'hui de médiation et de réconciliation. Donc le thème de cette journée, de ces rencontres capitales. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que médias de service public? Il y a une des choses qu'on fait, donc j'ai parlé des médias locaux, mais il y a autre chose que l'on fait, c'est aussi faire en sorte que on revienne aux faits. Parce que ce monde qui se virtualise, en fait, il tend à confondre les opinions et les faits. Vous connaissez tous le biais de confirmation, c'est-à-dire que je ne retiens que les faits qui viennent confirmer ce que je pense. Et donc, quelque part, chacun dit, si c'est mon opinion, ça vaut sur le reste, donc je ne retiens que certains faits. Donc nous, notre travail, c'est de redonner de la valeur aux faits. Parce que le jour où on met son bulletin de vote, si on n'est pas d'accord sur les faits, on aura beaucoup de mal à le faire en conscience et en responsabilité. Donc on essaie de revenir aux faits avec de l'information vérifiée, insister sur l'importance de l'information vérifiée, insister sur les enquêtes, le reportage, revenir à la réalité, entendre le terrain, plutôt que de s'intéresser aux polémiques stériles qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur ce grand défouloir que sont les réseaux. Yann Algan, sur les réseaux, a fait une étude très intéressante, c'était il y a 1 an et demi, c'était La France sous vos tweets, où il montrait que sur la plateforme X, ce qui domine, ce sont les émotions négatives. Et que ça se retrouve dans certains plateaux télévisés, dans les débats, où en fait, ça tourne beaucoup autour des polémiques qui sont alimentées par les réseaux. Et donc, nous, notre rôle, c'est de revenir aux faits, à la réalité, réancrer les gens dans la réalité et dans des faits communs. Je donnais un exemple, c'est les étoiles de David après le 7 octobre 2023. C'est la cellule d'investigation de Radio France qui, la première, a montré que ce n'était pas un acte isolé, mais qu'il y avait un lien avec la Russie. Parce que nous sommes dans une guerre des narratifs et une guerre informationnelle. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, cette guerre-là, c'est pas les missiles ne sont pas que physiques, mais ils cherchent à toucher à l'esprit, à l'imaginaire de chaque citoyen. Et donc, c'est dessus que nous devons, nous aussi, faire des efforts pour débunker les faux narratifs et les histoires qui sont fausses.
Et le savoir, au-delà des faits, le savoir, l'évolution de la connaissance, on l'a vu pendant le Covid, autour de certaines théories qui ne correspondaient pas à ce que la recherche scientifique pouvait démontrer. Nous, dans cette maison, on a été extrêmement vigilants sur les scientifiques qui étaient amenés à prendre la parole, de manière à ne pas induire en erreur l'opinion publique. Quand on est dans des circonstances vitales, on ne peut pas jouer avec ça. Et je pense que plus largement, et là encore, je me référerai à ce qui se passe aux États-Unis, on voit que, au-delà des médias, l'administration actuelle s'attaque aussi aux universités, à la recherche. Récemment, il y a un rapport scientifique qui a donné une lecture à beaucoup d'études scientifiques qui étaient contraires à la conception du dérèglement climatique. Donc il existe un populisme scientifique, une tentation de populisme scientifique. Il ne faut pas que ça nous arrive en Europe. Ça peut commencer à nous gagner. Quand on commence à confondre les faits et les opinions, c'est le début du terreau favorable au populisme scientifique. C'est pour ça que je pense qu'il faut réhabiliter la science, la connaissance, son partage, parce que ça crée aussi ce socle commun qui permet aux citoyens, le jour où ils doivent réfléchir aux enjeux collectifs, de le faire en toute conscience. Et pour l'anecdote, nous avons sur nos antennes plus de 500 heures d'émissions de savoir chaque semaine, et nous avons conclu avec plusieurs grandes institutions de savoir. On leur a proposé que quand ils font des conférences, des grands cours, ils puissent être enregistrés et ils puissent être diffusés sur notre plateforme Radio France. Si vous n'avez pas les moyens de vous rendre physiquement au Collège de France, vous pouvez écouter ce qu'ils disent sur notre plateforme, rendre ça accessible à tous. Cet accès-là, je pense que c'est une grande mission qu'on doit continuer de porter aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette information, Sybille Veil. Alors, Frédéric Dabi, donc, on a parlé de votre récent ouvrage, mais vous avez écrit un l'année dernière qui s'appelle « Parlons-nous la même langue, comment les imaginaires ». Pardon ? Que de pub, merci beaucoup. Non, mais justement, si je reviens à celui-là, c'est parce que vous disiez quelque chose qui m'a intéressé. Donc, je rappelle le titre de votre livre, « Parlons-nous la même langue, comment les imaginaires transforment la France ». Et là, vous disiez qu'il y a un décalage entre les imaginaires qui transforment la France, tout ça, et les attentes des Français qui finalement sont assez similaires. Et là, on disait tout à l'heure qu'il y a effectivement des choses où certains ne s'y retrouvent pas. Et vous pointez le fait notamment qu'il y a un clivage national-local qui perdure. Est-ce qu'aujourd'hui, ce constat que vous avez fait il y a un an, vous diriez la même chose ou pas du tout, où les choses ont évolué? C'était je crois en septembre que vous l'avez sorti, donc il y avait la dissolution n'était pas très loin. Est-ce qu'aujourd'hui les choses ont bougé dans l'état d'esprit des Français? Quel constat vous dressez? Oui, alors c'est vrai que l'étanchéité sphère politique nationale, sphère locale n'a absolument pas bougé. Au contraire, elle s'est renforcée. Et par rapport à ce qui a été dit, est-ce qu'un des leviers pour casser cette étanchéité qui est très préjudiciable, le national ne joue plus son rôle, et parce qu'il joue plus son rôle, ça contamine le local qui se retrouve, les maires se retrouvent notamment au premier rang. Alors, ça ne se verra pas les 15 et 22 mars prochains parce que on sait très bien que dans des élections municipales, le dégagisme est extrêmement rare. La règle, c'est de reconduire les maires sortants. Je ne dis pas ça parce que j'ai grandi à Issy-les-Moulineaux, mais c'est des données scientifiques et électorales. Mais imaginez le symbole si le 22 mars prochain, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Bordeaux et Nice changent d'étiquette. Ça paraît de la science-fiction, mais ce n'est pas complètement impossible. Ça montrera à quel point le local aura été abîmé. Comment on casse cette étanchéité? Vous l'avez dit, un retour d'une forme de cumul des mandats peut être une solution. Et j'ai envie de dire de ce point de vue-là, et c'est moi qui le dis, méfions-nous des sondages où on voit que sur le principe, les Français restent attachés. C'est vous qui dites ça? Oui, c'est moi qui dis ça. Parce que il faut toujours les prendre dans un contexte, il faut les compléter par un regard plus qualitatif. Sur le plan du principe, les Français sont encore favorables à une forme de non-cumul parce qu'il y a cet imaginaire qui dit qu'il faut que l'élu soit 100% sur son mandat. Mais du point de vue des pratiques, quand dans de nombreuses enquêtes de l'IFOP, au moment du mi-mandat, fait dans toute une série de villes, petites ou grandes, on interroge les habitants pour dire votre maire, monsieur X, était par le passé député maire. Est-ce que c'était une bonne chose pour l'image de la ville, pour faire avancer les projets, pour travailler en commun? Bien sûr, la réponse est positive. Un des leviers aussi, alors je ne vais pas le développer parce qu'on n'a pas assez de temps, c'est la démocratie participative.
mais la vraie démocratie, pas le gadget, pas le vis-tamboir, pas dire d'un côté discuter mais je n'en tiendrai pas compte, ou bien le pire, lors de la conférence, de la convention climat, tout ce que vous dites va être pris, on sait très bien que ce n'est pas Ça, c'est sûr possible. qu'Emmanuel Macron s'en est Oui. rendu compte après. Oui. Et puis, ça a été dit également, un des leviers, c'est quand même un nouvel acte de décentralisation. Les Français sont prêts. Quand je vois l'enquête qu'on a faite pour la Tribune Dimanche il y a 15 jours, l'enquête que j'ai présentée à Bastia il y a 3 mois pour Région Un Peuple Solidaire, ou même dans des territoires où il n'y a pas une identité régionale forte, le mot fédéralisme n'est plus un mot Voldemort, c'est un mot qui est compris comme une manière de rendre les choses plus efficaces et plus en connexion avec le terrain. Effectivement, on voit que on a changé d'époque de ce point de vue-là. Par rapport à votre question, oui. Alors, moi, je crois que la réconciliation est possible. On l'a vu dans ce livre avec Brice Sokol, qui s'appelait effectivement Parlons-nous tous la même langue. Je crois à l'archipalisation. Ça vient de mon collègue et ami de presque 30 ans. On a quelques semaines avant de se fâcher, puisqu'on va devenir des vrais amis de 30 ans à partir de janvier prochain. Jérôme Fourquet. C'est vrai qu'il y a de l'archipalisation, mais je suis frappé de voir à quel point, sur toute une série de sujets, le commun est là. Le commun qui va de pair avec un véritable effondrement du clivage gauche-droite au profit d'un clivage gauche-droite dénaturé, gauche radicale d'un côté, la France insoumise, et droite très tribunicienne et populiste, Rassemblement national, ça fait quand même quasiment 50% à eux deux, ça compte dans le pays. Et ben ce clivage qu'on voit dans la scène politique nationale entre les élus, et ben sur le terrain, on ne le voit pas. Sur le service public, sur les services publics, le clivage s'est absolument effondré. Il y a encore une quinzaine d'années, les gens de droite disaient trop de fonctionnaires, on est pour la RGPP, ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2. Maintenant, on voit le service public, alors celui des médias, qui a une très bonne image auprès de l'ensemble des Français, je le dis sans aucune flagornerie, sur des enquêtes de l'IFOP pour la commission d'enquête parlementaire. Tout service public est vu comme un service au public, comme une manière de faire avancer les choses, comme être un moyen de dynamiser un territoire, et le départ d'un service public, c'est vu comme ça amplifie ce que vous disiez, la solitude, la relégation, avec une vision très extensive des services publics. Un distributeur automatique de billets, c'est un service public. Une petite épicerie, une pharmacie. Rappelez-vous du mouvement social qui a été quand même absolument incroyable. Il y a quelques mois de pharmacie d'officine, 90% allaient être fermées. Je ne suis pas là sur les raisons, mais on voit très bien qu'il y a ces services publics où les constats sont communs. Constats communs sur l'insécurité. La gauche a beaucoup bougé de ce point de vue-là. Sur l'immigration, sur la dette. Et c'est vrai que peut-être le nœud du problème, c'est ce décalage entre beaucoup de communs du côté des Français sur toute une série de sujets très importants, sur l'école notamment, sur le rapport à l'information, même si, Madame Veil, vous avez raison de le rappeler, la manière de s'informer des jeunes et des moins jeunes n'a plus rien à voir. Alors justement, on va y venir. Dans les premières enquêtes de l'IFOP avec Françoise Giraud, nos enquêtes Nouvelle Vague, le premier lieu du débat pour les jeunes, c'était la famille, c'était les discussions entre amis. Dans notre dernière enquête pour la NACEJ avant les élections européennes, c'était premier vecteur d'information Instagram, deuxième TikTok. On voit qu'on a changé d'époque avec des vecteurs qui, il y a 5-7 ans, n'existaient même pas. Donc le nœud du problème, c'est ce commun qui est là, qu'il faut peut-être ramasser. Tu le disais, Astrid, lors d'une belle campagne présidentielle pour créer du commun, parce qu'il y a des Français qui attendent un projet, un imaginaire, parce qu'aujourd'hui, à l'échelle nationale, le seul imaginaire qui vaille, qui est relevé par les Français, c'est l'imaginaire, malheureusement, du déclin et de la France qui tombe. Merci beaucoup. Alors l'heure tourne, voilà, le débat est passionnant, mais avant de passer la parole à deux jeunes étudiantes en journalisme qui ont des questions à vous poser, moi j'en avais une quand même, vous parliez des jeunes, qui est quand même vraiment un gros sujet, je trouve, parce qu'effectivement ils votent pas beaucoup et ils sont assez critiques vis-à-vis des politiques, mais également vis-à-vis, et ils se retrouvent pas du tout finalement dans les médias traditionnels, même si je sais que vous faites pas mal de choses en leur direction à Radio France. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour garder le lien avec eux, ne pas les perdre en route? Parce que c'est vrai que vous disiez, il y a beaucoup de jeunes qui s'informent sur TikTok, alors avec tout ce qu'on peut voir dessus, les fake news et beaucoup aussi d'ingérence numérique étrangère, donc qui sont en train de, enfin on ne sait pas ce qui va se passer pour la prochaine présidentielle. Comment on fait justement pour ne pas perdre ce lien avec les jeunes? Alors si vous voulez répondre de manière rapide, peut-être tous les 5, et ensuite je passe la parole aux deux jeunes filles ou jeunes femmes qui sont au premier rang pour vous poser des questions. C'est peut-être Voilà. la diversité de leurs intérêts qui dépasse pour beaucoup
les questions nationales qui sont très importantes. Ça, je ne vais pas le contester, mais les questions de réchauffement climatique, de biodiversité ou autres, ils sont extrêmement concernés par cela. Mais on n'a pas de citoyenneté du monde comme on a une citoyenneté nationale. Donc là, on est sur des distorsions assez complexes, me semble-t-il, sur effectivement quels seraient les moyens d'agir. Moi, je me souviens des mouvements de Greta Thunberg qui existent toujours. Je me suis dit, tiens, comme mai 68, c'était les transistors. Alors, je parle des transistors, les vieux machins qu'on avait sur les épaules. Mais très clairement, je me suis dit, avec les médias, peut-être qu'on va avoir de nouvelles formes de revendications au niveau mondial avec les jeunes. Et ça, aujourd'hui, ça s'est un peu atténué. Je trouve que c'est dommage. Et je crois que c'est cette distorsion entre des problèmes qui, d'ailleurs, divisent tous les partis, d'une certaine manière. C'est quand même incroyable de voir que, comme les gros sujets de société, la fin de vie, le climat, etc., n'ont pas exactement de cohérence, me semble-t-il, et vous me corrigerez, sur les différents partis. Donc c'est là que peut-être qu'on pourrait retrouver les jeunes en donnant peut-être plus de priorité à ces grandes questions. Sybille Veil. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que la fracture générationnelle n'a jamais existé comme elle existe aujourd'hui. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais pas la radio de mes parents, mais j'écoutais la radio. Je regardais pas la même chaîne de télévision, les mêmes programmes, mais je regardais la télévision eux aussi. Aujourd'hui, on n'est pas simplement dans des couloirs de nage différents, on est dans des piscines et des bassins différents. Donc, on ne se croise plus. Et de plus, cette jeunesse, elle aussi, elle fait plus un bloc homogène. Elle est éclatée en fonction de ce que l'algorithme de TikTok va lui envoyer, ou l'algorithme d'Instagram, ou celui de YouTube. Et elle a presque plus d'affinité avec un jeune qui vit dans le Wisconsin que un jeune qui vit dans la ville à côté de lui. Parce que via les réseaux, en plus, elle s'internationalise. Donc il y a des mouvements culturels qui arrivent très rapidement dans notre jeunesse et dans notre pays. Donc moi, et c'est la réflexion qu'on a, c'est très difficile pour les médias de continuer à pouvoir être visible, être reconnu, s'adresser à ces jeunesses qui sont multiples, qui ne forment pas un bloc. C'est pas avec une chaîne de radio ou de télévision qu'on peut leur parler. Il faut qu'on aille les voir là où ils sont, en essayant de comprendre leur format, leurs incarnations. On n'a pas le choix si on veut pouvoir aujourd'hui s'adresser à eux. Astrid Padozian-Bouvet. Je pense que c'est aussi de montrer qu'on se soucie de quoi. Et je ne pense pas que la suspension de la réforme de la retraite ait été le meilleur signal, très franchement. Aujourd'hui, 57% des étudiants pensent à une expatriation. Un chiffre qui m'a marqué, c'est 47% des 20-29 ans vivent encore chez leurs parents, contre 30% en 2006, il y a moins de 20 ans. On est le pays qui a le plus de l'OCDE, qui a le plus d'étudiants en master, et pourtant on a l'insertion la plus difficile et la plus lente sur le marché du travail. On a un taux de chômage des plus jeunes qui est un des plus importants de l'Union européenne. Mais parlons de ça. On a parlé de la dette écologique avec Pascal Pic, mais il y a aussi cette dette qu'on va leur léguer, et avec des débats aujourd'hui qui sont captés effectivement par une protection sociale qui est devenue de plus en plus intergénérationnelle, qu'on n'arrive pas à financer et qu'il va falloir financer à un moment donné par cette jeunesse qui arrive. Donc oui, parlons de ça aussi, parlons de ça. Et donc ça veut dire qu'ils se sentent concernés parce qu'ils savent qu'ils sont écoutés et que leurs préoccupations sont entendues. Parce que c'est compliqué d'être jeune aujourd'hui. C'est très très compliqué d'être jeune aujourd'hui. C'est vrai. Un petit mot très rapide, je confirme complètement ce que vient de dire Astrid. Les jeunes souffrent d'une crise de la considération. Ils voient un agenda médiatique focalisé sur la question de la retraite, des retraités. Je ne vais pas vous mentir, on ne va pas se mentir plutôt. Il y a une dimension électorale très forte. Il y a dans le personnel politique l'idée que l'électorat âgé, plus de 60, est un véritable trésor. Je rappellerai seulement qu'en France, on a eu des candidats qui ont massivement surperformé dans l'électorat senior, Giscard d'Estaing en 81 et Nicolas Sarkozy en 2012. Ils ont perdu. Au contraire, il n'y a pas, alors on verra ce qui se passera en 2027, il n'y a jamais eu sous la Ve République un candidat qui ait gagné sans la France du travail, la France de la jeunesse, la France du salariat, on va dire, de Jacques Chirac en 95 à Emmanuel Macron en 2017. Et aujourd'hui, cette France-là, elle est très largement au Rassemblement national. Bon, pour terminer rapidement, tout est là pour vous. Ça m'agace de parler des jeunes, ça me renvoie à ma vieillesse, mais aujourd'hui, les entreprises,
les écoles, les grandes écoles, les universités, il n'y a pas une institution de cette nature-là qui ne vous offre pas ou ne vous demande pas de vous impliquer dans le monde associatif. Je vous le rappelle, 154 000 associations emploient 1,9 million de salariés. Je dis ça aussi pour sauver le soldat Ryan. Ça représente près 10 salariés en France. Ça représente un salarié sur 10, pardon. 6,3% des emplois en France. Je pense vraiment que vous avez le devoir, comme nous le faisons nous aussi, de vous lever, de vous engager pour sauver la démocratie par le lien social à travers les actions des associations. C'est à votre disposition. La Fédération française pour les liens sociaux, vous allez dessus, vous avez tout ce qu'il faut, ou Franc Générosité. Je ne dis pas ça pour nous, parce que c'est pour le bien commun. Donc vraiment, soyez là à nos côtés, et s'il vous plaît, soyons aidés par les politiques pour soulever ce soldat qui, lui, va soulever la démocratie. Bien entendu, votre appel. Alors maintenant, on va passer la parole à deux jeunes élèves en école de journalisme, Carmen et Margot, qui sont à l'école ISCPA, groupe Igencia. Je vous laisse la parole l'une et l'autre. On va prendre peut-être les deux questions à la suite, comme ça nos intervenants pourront y répondre. Merci de nous donner la parole aujourd'hui. Sachant que la sphère publique de nos jours est régie par des individus issus de génération baby-boomer et génération X, est-ce que le manque de lien entre les citoyens ne serait-il pas la conséquence d'un maintien d'une image professionnelle, individualiste au sein d'une solide hiérarchie, excluant l'aspect personnel, la compassion et les émotions? Merci. Moi, j'ai plutôt une question sur la cancel culture qui prend en fait une forme assez diffuse. On supprime, enfin, comme disait notamment Sybille Veil tout à l'heure, à propos des algorithmes, eux-mêmes nous protègent du désaccord. Plus on regarde un contenu, plus on nous le renvoie sous toutes ses formes, et ce qui crée une illusion de vérité un peu confirmée. Donc dans ce contexte, comment on recrée le lien entre les citoyens alors qu'on est vraiment dans un monde où on ne débat plus? Voilà. Bien, bah écoutez, merci pour vos deux questions. Alors, il est 17h47, on va peut-être après essayer de prendre une ou deux questions de la salle. Donc alors, vous n'êtes pas forcé de répondre aux deux questions. Qui souhaite répondre et à quoi? Je veux bien répondre à la première question. C'était Margot ou Carmen. Carmen. Excusez-moi. Il y a un chiffre qui est éloquent, c'est que 50% des plus de 50 ans sont inscrits sur les listes électorales, alors qu'il n'y a que 17% alors que les plus de 30 ans ne représentent que 17%. Donc il y a effectivement un choix électoral qui est fait par les politiques pour se focaliser sur des questions qui aujourd'hui ne sont pas les questions d'avenir. Et c'est pour ça que moi, je vous invite aussi à vouloir vous engager dans la vie associative, la vie politique, et à questionner aussi les politiques, parce que les débats qui se jouent aujourd'hui sont des débats qui vous impactent considérablement. La dette, ça a l'air d'être un truc lointain comme ça, mais aujourd'hui, on est en train de... La charge d'intérêt qui part pour financer les créanciers, c'est l'équivalent aujourd'hui de l'investissement d'éducation nationale. En 2029, ce sera et l'éducation nationale, et l'enseignement supérieur, et l'écologie, et la culture. Et donc, et ça, c'est pas, c'est vous. Et donc c'est pour ça que c'est super important que vous vraiment vous engagiez là-dessus, parce que sinon, le corps politique, effectivement, va plutôt aller vers les électeurs qui votent et qui ont plutôt intérêt à un statu quo aujourd'hui. Excusez-moi, mais Pardon. c'était pas ma question. Je parlais plus du monde du travail ou du monde social. Ah, d'accord. Voilà. Le débat des retraites est intéressant parce qu'on se focalise sur les retraites alors que ça dit quelque chose du rapport au travail ici et maintenant, du travail qui paye pas, parce qu'effectivement on va parvenir, enfin on a une part anormalement élevé du net, en fait, du salaire brut qui part dans le financement de la protection sociale. On a un manque de reconnaissance aussi, on a des pratiques managériales verticales, et on ne parle pas de ça. On a des conditions de travail, on a plus d'un tiers des personnes qui travaillent aujourd'hui qui ont des conditions de travail difficiles, qui ont des métiers pénibles, les ports de charge, les égoutiers, les aides-soignants, les éboueurs, ceux qui travaillent dans le bâtiment, etc., et qui se demandent comment ils vont aller travailler jusqu'à 64 ans. Et c'est de ça qu'il
qu'il faudrait parler. Et ça, on en parle comment? On en parle aussi en s'engageant dans les syndicats. Je pense que c'est important. Les syndicats, ça a l'air d'être une image un peu vieillotte, mais ça permet quand même aujourd'hui, sur le lieu de travail, d'en discuter. Et c'est aussi comme ça qu'on fait bouger les choses. C'est pour ça que je dis que le changement, il ne viendra pas simplement des débats qu'on écoute, soit sur TikTok, soit quand on a des insomnies à regarder ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais ça vient aussi de notre propre engagement individuel. Et donc, sur la question du travail, effectivement, c'est le travail ici et maintenant qu'il faut changer, par les pratiques managériales, mais aussi par des sujets au temps long qui sont effectivement un travail qui doit mieux payer parce qu'on a un écart entre le brut et le net qui n'est plus tenable aujourd'hui. Xavier, mini-réponse. Mini-réponse sur les algorithmes et la façon de retrouver le débat et le dialogue entre nous, c'est extrêmement simple. Dès que tu connais le modèle des algorithmes, eh ben, tu refuses de regarder ce qui t'intéresse. Et tu vas changer. Parce que si tu ne regardes que ce qui t'intéresse, tu vas t'assécher, tu vas t'appauvrir. Donc tu retires tes écouteurs et tu demandes aux autres de le faire. Et surtout, tu ne regardes plus ce qui ne t'intéresse pas et tu vas voir, ça changera la totalité de ton monde. Ah non, mais moi je suis totalement d'accord avec vous. Mais tant mieux, c'est pour tout le monde. Merci. Alors merci à toi. Moi, ce que je veux dire, c'est Moi, qu'il y j'ai a pas un bien certain... entendu la question sur la cancel culture. Je sais pas, il y a un problème. Est-ce que vous pouvez la reposer, Oui, s'il vous plaît? alors, moi, ce que je disais, c'était que comment recréer du lien citoyen dans un monde où l'on ne débat plus? C'était ça ma question. Mais c'est via la cancel culture. Mais pour revenir sur votre propos, pour moi, l'algorithme, c'est un vrai danger parce que vu qu'on nous enferme là-dedans, juste Nathalie Loiseau, par exemple, hier disait c'est la plateforme où les djihadistes font leur plus grande propagande. Oui. Et je suis totalement d'accord, mais si on ne va pas rechercher de la propagande djihadiste, on ne va pas la voir tout de suite dans notre... C'est vraiment que si on fait un travail de recherche dessus, qu'on va la voir dans notre fil. En fait, ça ne vient pas comme ça naturellement. Non, mais par contre, si on dit qu'on ne va pas bien, on peut être orienté vers pas mal de choses, et notamment vers le suicide, puisqu'il y a des cas absolument dramatiques qu'on a... Rien d'intime sur les réseaux. Rien d'intime sur les réseaux. Voilà. Merci. Alors, qui veut rapidement? Je voulais dire, bon, je voulais dire un tout petit mot sur la question du travail. Je vais être encore optimiste par rapport à la moyenne. C'est vrai que sur la question du rapport au travail, j'ai envie de dire que les jeunes générations ont largement gagné le combat. Elles sont très diffusionnistes. Hein. Il y a maintenant quelques années, les jeunes salariés étaient les seuls à être une majorité à dire « mes collègues sont avant tout mes amis ». Et ben maintenant, on a une majorité de 35-50 qui disent la même chose. C'est les jeunes générations qui ont imposé un nouveau rapport au travail avec une moindre centralité. C'est les nouvelles générations qui ont imposé ce rapport au temps très différent et la fin de la barrière entre sa professionnelle et sa personnelle. Maintenant, ça a été très bien dit, il y a vraiment la question du gain du travail. Le chômage, aujourd'hui, n'est plus que la 12e préoccupation des Français. Alors, c'est pas la réalité, c'est une perception du RAID, mais c'était la première préoccupation en 2018, c'est pas il y a si longtemps que cela. Aujourd'hui, le premier enjeu, ou plutôt l'injustice suprême pour un jeune et pour un moins jeune, ce n'est plus être au chômage, c'est avoir un travail qui paye mal. Et c'est ça qui a d'ailleurs mobilisé nos gilets jaunes. Pascal Pic, et ensuite Sylvie Veil. Oui, par rapport au travail, il faut quand même il y a des choses qui ont semblé être des avancées qui m'ont complètement effaré. C'était notamment autour des 35 heures et des renégociations donc des emplois du temps, où là, on a imposé des temps fragmentés. Vous vous rendez compte quand même, la proportion de familles monoparentales, c'est un oxymore total. C'est quoi une famille monoparentale? C'est pas une famille. Hein, des mamans, évidemment. Et là, des personnes avec les métiers les moins rémunérés, qui sont obligées de venir très tôt le matin, de repartir le soir, les problèmes de transport en commun. Donc il y a eu des avancées considérables sur les façons de travailler dans bien des aspects de nos sociétés, dans les entreprises ou autres, qui avancent pas mal. Mais il y a aussi une réalité quand même qui est pesante sur, évidemment, ces fragmentations aussi, c'est l'incapacité de pouvoir s'associer, de pouvoir revendiquer, de pouvoir avoir des groupes d'influence. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà. Et donc par contre sur les baby boomers, moi, je voudrais pas qu'on tombe dans la facilité d'une espèce de guerre de génération. C'est vrai que voilà, ça va pas mal pour les baby boomers en moyenne, j'en suis un. Mais il est vrai qu'il y aurait peut-être, il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de solidarité, de transfert, etc. Mais peut-être pas assez par rapport à ça. Et c'est vrai, vous avez raison, Madame Padossian-Bouvet, c'est que le débat sur les retraites occulte le fait qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Peut-être pas assez, je le conçois, mais faut pas. Vous avez parlé d'un très beau mot, la réconciliation. C'est ça qui est. Les débats, en fait, vont
nous divise, alors que la réconciliation, vous savez, il y a un livre fameux de France Deval qui s'appelle La réconciliation chez les primates. Ça peut vous faire rigoler, ce truc-là. On y retourne, mais c'était quelque chose, en fait, qui était considérable. C'est-à-dire que la réconciliation, comme l'entraide, sont des facteurs essentiels dans l'évolution, même dans toutes les autres sociétés. Et c'est ça qu'on a un petit peu oublié dans la fragmentation de ce que certains sociologues appellent la postmodernité. Il faut revenir vers ça. Merci, Sybille Veil. Moi, votre question m'inspire le fait qu'il y a beaucoup de lieux aujourd'hui de faux débats. En fait, chacun rentre, reste sur sa posture et filme ensuite et diffuse auprès de ses followers ce qu'il a pu en dire. C'est parfois vrai à l'Assemblée nationale, je remercie de le confirmer, c'est vrai dans d'autres secteurs et c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a perdu le sens du mot débat. Or, débattre, c'est accepter de changer d'avis et de faire évoluer sa position en écoutant l'autre. Et pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là? C'est qu'en fait, on est en permanence sous le feu des projecteurs, des vidéos, que tout est viralisé. Donc il faut retrouver une capacité à avoir des lieux de réel débat où chacun s'écoute et peut évoluer vers la position de l'autre, où on tanne les différences pour essayer de trouver une solution de consensus. Et c'est ça qui fait sans doute défaut aujourd'hui dans pas mal d'organisations. Je pense qu'il doit y avoir une réflexion sans doute à l'Assemblée ou au Parlement sur ce type de lieu finalement où les gens peuvent se parler. Il en existe, mais c'est vraiment, je pense, l'un des enjeux essentiels de notre monde aujourd'hui. Et le fait d'écouter et dans une posture d'écoute, ça vaut dans ces enceintes de débat, ça vaut aussi dans le monde professionnel. C'est-à-dire que celui qui réussira à écouter les uns les autres, c'est lui qui sera capable aussi de fédérer. Et un lieu professionnel, c'est aussi un collectif. Et je pense que c'est le type de valeur qu'il faut porter et développer. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a démarré avec 10 petites minutes de retard. Je sais qu'il y en a qui doivent partir autour de 18h. Est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions de la salle ou pas? Oui. Ah, il y a une main qui s'est levée là. Juste là, devant vous, monsieur. Voilà. Et ensuite, il y a madame qui est en rose, je crois. Très bien. Parfait. Voilà, si vous pouviez faire des questions courtes et bien sûr des réponses courtes. Merci beaucoup d'avance. Merci. Moi, je pense qu'elle s'adresserait plutôt directement à madame Veil. Le sujet du débat, c'était surtout recréer le lien entre les citoyens et on sait que les médias, c'est un énorme vecteur par rapport à ça. On a récemment appris qu'avec France Télévisions, Radio France a assigné CNews, Europe 1 et le JDD pour dénigrement devant le tribunal de commerce de Paris. Ces différents médias, bien qu'ils propagent des idées, voilà, je ne suis pas là pour donner mon avis de toute façon, ils parlent avec une partie de la population française, leurs audiences montrent cela. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de créer un lien de confiance envers le service public avec les différents auditeurs, spectateurs, lecteurs du groupe médiatique de Vincent Bolloré? Alors, moi je pense que le rôle du service public, c'est de s'adresser à tous. Et la confiance qu'ont les citoyens, qu'ils écoutent ou qu'ils regardent nos médias ou qu'ils ne les écoutent pas, c'est ce qui est le plus important. Ce qui compte, c'est à la fois ce qui se passe sur nos antennes et la confiance que peuvent avoir les citoyens qui écoutent nos radios ou qui écoutent Europe 1 ou qui regardent CNews. Donc le service public est fait pour tous, y compris pour les auditeurs d'Europe 1, pour les téléspectateurs de CNews, pour les lecteurs du JDD. Ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et notre rôle à nous, c'est de fédérer tout le monde, quel que soit ce qu'il peut penser, parce qu'on est là, on n'est pas un média d'opinion, on est là au contraire pour relier. Si on a fait ce recours, c'est pour une raison, c'est que je pense qu'un service public, c'est un actif de l'État et que s'il y a une valeur dans ce service, c'est la confiance des citoyens dans nos contenus. Et qu'on ne peut pas laisser cette confiance-là attaquer et dénigrer. Et qu'il n'y a pas d'acteur aujourd'hui qui existe dans le système pour traiter ce type de problématique. La confiance qu'ont les citoyens, c'est ça qui donne sa valeur dans le service que payent les contribuables. C'est des dizaines et dizaines d'années à travailler pour avoir des informations fiables dans lesquelles les citoyens ont confiance. Et si la critique qui est libre est tout à fait légitime et même nécessaire parce que on doit tous chaque jour s'améliorer et faire le travail le mieux possible. En revanche, l'outrance, les propos fallacieux, les mises en cause personnelles, tout ça, ça abîme le lien de confiance, la crédibilité et donc notre capacité à remplir nos missions. Et donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons engagé cette procédure pour faire aussi autre chose
que nos antennes soient protégées de ce type de débat. Il ne faut surtout pas que sur nos antennes, il y ait des réponses de nos journalistes sur ces questions-là. Nos antennes doivent être mises à l'écart de ce type de problème-là. Et la question de la confiance dans l'information de service public, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas transiger et on ne peut pas la laisser attaquer. Voilà. Astrid, prenez votre micro. C'est une question extrêmement importante et c'est pour ça que je dis que 2027, ce sera aussi une question démocratique parce que on voit bien que derrière tous les partis populistes ou les candidats populistes qui arrivent au pouvoir, une des premières cibles, c'est l'audiovisuel public. Que ce soit en Hongrie, que ce soit même Trump avec PBS et National Public Radio, on voit avec Meloni aussi, c'est la première cible. Et quand je parlais de résilience démocratique tout à l'heure, c'est aussi la pluralité des médias qui est absolument essentielle. C'est pour ça que moi, j'ai choisi d'aller au JDD et à CNews. Parce que la question s'est posée de ne pas y aller. Mais je pense que j'y vais parce que ça me permet de parler à tout le monde. Je peux servir de prétexte à la pluralité, mais ça me permet quand même de parler à tout le monde. Et donc quand, par exemple, en février dernier, sur Europe 1, j'ai été interrogée sur le voile dans le sport, le voile à l'université, les mamans voilées. Je leur ai dit, écoutez, vous savez quoi, là, dans cette espèce d'individualisme forcené, de lien de confiance qui se perd, des mamans qui s'intéressent à la vie de l'école, qui prennent du temps pour aller accompagner les enfants à la piscine, ça a de la valeur et ça doit être regardé comme ça. Et l'auditeur qui m'appelait a eu une position un peu différente et ça a permis de changer les choses. C'est qu'une petite goutte d'eau. Mais ça veut dire d'abord une très grande vigilance par rapport à 2027 où ces débats doivent être au cœur de la question démocratique, de la question qui va nous animer. Et deuxièmement, continuer à aller sur JDD, Europe 1, CNews, etc. parce qu'il faut leur parler. Il faut leur parler, sinon ils sont dans leur bulle cognitive. Un petit mot, Frédéric Dabi. Et on va prendre la question de madame après. Un tout petit mot pour dire que ces querelles n'intéressent pas vraiment les Français. Et on perd la mission que vous avez bien rappelée, qui est d'informer, donner des faits. Moi, à titre fait personnel, je suis frappé par la détérioration du débat, par la délégitimation de l'émetteur, que ce soit un journaliste, un sondeur, un politique. La délégitimation, elle vient de loin. Elle vient de ceux qui disent que un président élu en 2012 ou en 2017 ne le méritait pas vraiment, qu'il a manqué 2 semaines à Nicolas Sarkozy, que c'était très facile à Emmanuel Macron de battre Marine Le Pen en 2017 et 2022. Je rappellerai aussi, alors ça fait un peu ancien combattant, mais en 1974, Giscard d'Estaing bat François Mitterrand au second tour. Il le bat de 500 000 voix, l'écart le plus petit sous la Ve République. Il y a un septennat extrêmement dur, une bataille gauche-droite féroce, mais jamais François Mitterrand, jamais Georges Marchais ne remettent en cause la victoire de Valéry Giscard d'Estaing. Je n'ai pas besoin de donner de nom du côté de partis politiques très à gauche ou très à droite pour remettre en cause la légitimité des élus, la légitimité des journalistes. À titre personnel, j'ai été extrêmement choqué par la manière dont Alix Bouillaguet a été lynché. À titre professionnel, je ne décolère pas de voir comment notre très belle enquête auprès des Français de confession musulmane qui avait été faite en 89 et qui avait été validée par Edwy Plenel à l'époque au Monde fait l'objet d'une délégitimation et d'attaques personnelles aussi fortes. Donc j'en appelle à un sursaut citoyen pour débattre et ne pas délégitimer l'émetteur, mais plutôt remettre en cause, critiquer le contenu du discours de l'émetteur. Merci donc madame. Alors, merci à tous ces intervenants qui vraiment... Mettez bien le micro. Merci à tous ces intervenants qui nous apportent vraiment des propos de qualité. Je me demandais, en vous écouter, s'il ne serait pas temps de relancer l'idée d'un grand ministère du temps libre qui permettrait peut-être de revivifier l'idée de démocratie et permettre aux temps libérés, qu'ils soient des temps libérés de façon contrainte ou de façon choisie, de permettre à ces temps-là de devenir constructifs au service de soi-même pour de la formation ou au service de tous pour assurer et protéger une démocratie plus vigoureuse et plus solide dans nos pays. Quelle jolie proposition. Alors justement, cette dernière peut-être proposition.
service du ministère du Temps libre. Je m'en Ah, suis bah long- voilà. Bravo, Je bravo. m'en suis longtemps cachée parce que ça faisait rire. Et aujourd'hui, à l'aube de la retraite, je le redis avec beaucoup de plaisir. Très bien. Alors, on va peut-être pas débattre dessus. On va vous laisser finalement. Oui, clore parce répondre qu'il est déjà- sur voilà. ce sujet rapidement. Et après- Merci parce que le ministère du Temps libre fait référence à ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a une plateforme contre la solitude en Autriche. Il y a un partenariat national contre la solitude au Danemark. Il y a un ministre japonais des Affaires sociales, de l'isolement et de la solitude. Répondre à l'isolement social et solitude tout au long de la vie en Corée. Initiative lituanienne pour soutenir les liens sociaux des personnes âgées. Liens sociaux intégrés aux initiatives de santé mentale ou de bien-être en Italie, Suède et Turquie. Voilà, et bien autant de sujets que le Temps libre et le ministère du Temps libre pourraient traiter très avantageusement. Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter. Merci à vous 5, merci à vous tous. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, très très bonne soirée. Et à bientôt.